reprenons aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions de formation hebdomadaire, la tournée des comités nationaux de la QDR. Après avoir entendu, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, l'intervention double de M. Poulain pour le comité revenu et fiscalité, nous voici maintenant dans un domaine très important pour les retraités, évidemment, c'est-à-dire les soins de santé, les services sociaux, tout ce qui dépend, si j'ose dire, du ministère un peu monstrueux qui mange plus de la moitié de nos impôts, je tiens à le préciser au départ. Alors, le comité santé est présidé par Alain Lampron. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Lampron, d'abord, qui êtes-vous? De quelle planète sortez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie qui vous a amené à présider le comité santé? Bon, en fait, je suis un Mauricien, là, natif de Mauricie. J'ai vécu ma vie professionnelle dans l'Anaudière, particulièrement dans le secteur de la déficience intellectuelle. Oui. De retour dans la Mauricie au niveau des personnes de 55 ans et plus. Je vais les appeler de même plutôt que de les appeler les aînés. OK. Je suis quelqu'un qui a navigué dans le réseau de la santé 33 ans. Malheureusement, je dis naviguer dedans, je n'ai pas travaillé. J'ai été directeur général toute ma vie. Ah, OK. On le sait, Oui. on le sait, les patrons, ça ne travaille pas. Non, mais ça lit beaucoup de documents quand même. Et ça en produit aussi. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un qui est, j'allais dire, un spécialiste du sérail. Spécialiste, je ne sais pas si je suis spécialiste, mais ce matin, j'ai fait le décompte. J'ai eu l'honneur de travailler avec 14 ministres de la Santé sur les 18 qu'il y a eu. Oh là là. Bon, d'accord. Mais il faudrait un jour que vous racontiez vos mémoires. Ça pourrait peut-être beaucoup aider certains. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous êtes engagé maintenant? Alors justement, 33 ans dans la santé, ça suffit, si j'ose dire, non? Qu'est-ce qui vous a amené à bâtir un projet de retraite à partir de vos préoccupations habituelles? Ouais, je vais être très honnête avec vous. La première chose qui m'a amené à embarquer dans la QDR, c'est le rabais qu'on a pour nos assurances. Ah! Fait que ça m'a rapporté 400 $ récurrents par année. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est j'ai pris connaissance des différents documents produits par la QDR nationale. Et là, ça m'a intéressé de voir tout le volet de réflexion en lien avec le réseau de la santé. Et j'ai tout simplement envoyé mon nom en disant, écoutez, si jamais vous avez besoin de quelqu'un, je pourrais être disponible si ça peut être utile. Et le retour d'appel s'est fait assez rapidement. Et là, on m'a demandé d'assumer la responsabilité de la coordination du comité. Okay. C'était pas mon attente. Okay. Mais je suis un ancien scout, fait que j'ai accepté d'une façon volontaire. Et donc, vous vous êtes entouré de quelques volontaires, c'est ça que je comprends? Effectivement, je travaille avec 10 personnes dans le comité, donc on est 11, et les 10 personnes proviennent de différentes sections à travers le Québec. Malheureusement, pour tout de suite, on n'a personne qui est plus à l'est de la Mauricie. Les gens sont plus à l'ouest. Et dans l'année qui vient, on va tenter de recruter des gens vers Québec, le bas du fleuve, la Côte-Nord. Ça serait intéressant d'avoir leur point de vue. Oui, bien sûr. Vous avez évidemment déployé une certaine méthode et en particulier, une des originalités de votre travail, en tout cas dans la QDR, c'est d'avoir cherché à savoir à qui je m'adresse, qui je représente, et donc vous avez fait, avec l'aide de la QDR nationale, procéder à ce qu'on appelle un sondage. Expliquez-nous ça. Ouais, en fait, moi j'étais très préoccupé que on ne répète pas en termes de commentaires, de recommandations, de revendications, ce qui est véhiculé dans les journaux, mais qu'on a le plus voir directement nos membres. Qui sont-ils? Qu'ont-ils vécu dans le cadre depuis
l'arrivée de la COVID, quels ont été leurs impacts sur eux et sur les services qu'ils reçoivent. Donc, on a décidé effectivement au comité de produire une enquête qui nous a permis de sonder 1600 personnes parmi nos membres pour aller vraiment chercher leur point de vue. Parce que l'objectif du comité pour cette année, c'était de mesurer les impacts de l'ensemble des mesures de confinement sur la qualité de vie de nos membres et sur les services, la dispensation des services de santé et services sociaux. Ce fut fort, c'était très intéressant. OK. Donc, vous avez commencé par regarder de près ce que la COVID avait provoqué par rapport aux besoins des gens ou de leur entourage, puisque vous avez notamment découvert qu'il y avait plus de 5000 proches aidants là-dedans. Dans les 25 000 membres, c'est beaucoup de monde. Ah oui, c'est beaucoup de monde et on en tient compte dans les recommandations qu'on adresse. Un autre élément très important qui ressort de cette enquête-là, c'est que la très grande majorité de nos membres, la QDR, demeure chez elle actuellement. Demeure chez elle, bénéficie de différents services de santé, services sociaux, mais la très, très grande majorité demeure dans leur maison, soit seule ou en couple, là, ça se sépare environ à 50 %. Très peu de personnes vivent dans des RPA et encore moins de personnes dans les CHSLD. Mm-hmm. Donc, en entendant ça, on comprend bien que les recommandations qu'on a acheminées au conseil d'administration de la QDR le 14 janvier, il y a pas de recommandations qui concernent les CHSLD. Nos membres ne sont pas là. Et il y a d'autres groupes dans la société qui vont revendiquer et qui vont faire des recommandations en lien avec les CHSLD. La majorité de nos recommandations touchent particulièrement le maintien à domicile, le soutien à domicile. OK. Alors, vous allez voir, on va consacrer plusieurs émissions aux résultats de vos premiers travaux parce que c'est pas fini. C'est une aventure qui ne fait que commencer, comme on dit, mais elle est déjà féconde. La première chose qui paraît évidente, mais dans une enquête sociologique, il vaut mieux vérifier les choses, c'est que les gens ont tout de suite vu que la COVID provoquait une baisse de réponse par rapport aux besoins pourtant urgents et élémentaires. Effectivement. Particulièrement, mettons, on y va en 2 étapes. La première étape, les gens ont noté une baisse de leurs services qu'ils reçoivent actuellement. Donc, c'est pas juste en fonction d'un besoin. 26 % des membres ont signifié qu'ils auraient eu besoin d'un service de santé en particulier et qu'ils n'ont pas pu y avoir accès. Fait que, il y a donc 2 volets. 50 % des répondants ont dit « nos services ont diminué » et 25 % des répondants ont dit « nous, il y a des services qu'on aurait dû avoir qu'on n'a pas reçus ». Donc, la COVID a un impact important chez nos membres. Oui, et puis ça montre tout simplement la fragilité d'un système qui pourtant a beaucoup d'années derrière lui, beaucoup de compétents, beaucoup de fonctionnaires, sans qualifier les fonctionnaires en question. Je n'ai pas dit que c'était des gens qui faisaient rien, mais justement, malgré leur travail, malgré l'énergie qui est mise là-dedans, et puis malgré 46 milliards de nos impôts, c'est énorme, eh bien, le service est d'une fragilité impressionnante, si j'ose dire. Nos membres, d'ailleurs, on est usagers de services, mais en même temps, on est intelligent quand on est usager de services. Nos membres nous ont adressé au-delà de 4200 recommandations. Oh là là! Dont une bonne partie. Tantôt, je pourrais vous dire le profil, pas le profil, mais le défi qu'on a dû relever au comité là-dedans. Mais les gens nous ont adressé au-dessus de 4500 recommandations. Et là-dessus, il y a beaucoup de critiques envers l'organisation du réseau de la santé. Sans y aller au nom des personnes, demeurons au niveau de l'organisation. Oui.
des services. Quand on parle de prise de décision trop loin du lieu de l'action, quand on parle d'absence de chef de responsables, quand on parle de non-communication entre différents services, quand on parle de manque de matériel, etc., il est évident que le réseau tel qu'il est organisé actuellement a engendré des failles importantes dans le fonctionnement qu'on aurait dû avoir pendant le temps de la COVID. OK. Et ça ressort de l'enquête. OK. Est-ce que c'est vraiment lié à la COVID ou est-ce que c'est lié au caractère monstrueux, centralisé de la structure? Autrement dit, qu'il y ait eu la COVID ou pas, le problème était là déjà. Non, écoutez, là, je vais devoir y aller d'une opinion personnelle. Parce Oui. on n'a pas fait ce débat-là au niveau du comité. On peut avoir différents points de vue là-dessus. Moi, je vais faire une grande distinction entre la structure et son fonctionnement. OK. Quant à moi, et là, je le sais que je recevrai plusieurs roches, quant à moi, la structure telle qu'elle a été dernièrement modifiée pour devenir des grands centres, OK, pour moi, c'était incontournable que, de mon expérience, c'est comme ça que ça devait finir. Ouais. Mais le modèle d'organisation qui a été pris pour faire en sorte que cette méga structure-là fonctionne bien, ça, c'est l'erreur monumentale, monstrueuse, la plus grande que j'ai vue dans toute ma carrière de 33 ans à titre de directeur général. Oh. Donc, pour moi, c'est pas la structure qui est défaillante, mais c'est le modèle d'organisation qu'on y a mis dedans qui a rendu les gestionnaires, je dirais, orphelins de leur clientèle, orphelins de leurs employés, orphelins des partenaires du communautaire, etc. Ces gestionnaires-là ont été centrés strictement sur l'attention des technocrates et des statistiques, plutôt que d'être centrés sur leur clientèle, leurs employés, les partenaires. Qu'est-ce Mais qui... ça, oui. C'est une opinion qui est personnelle. Oui, merci de nous honorer de ça. Mais pour rester là-dessus, bon, bureaucratie, technocratie, centralisation, ne me citez pas de nom, c'est pas pour faire de la petite politique qu'on est là tous les deux, mais comment se fait-il qu'on en soit encore à ce type de déviation, de centralisation, d'abus finalement, de procédés, sinon de pouvoir? Comment se fait-il? On n'a pas créé le ministère la semaine dernière. Ben, un des problèmes, quant à moi, c'est, je vous l'ai dit tantôt, en 33 ans de carrière, j'ai eu 14 ministres de la Santé qui se sont succédés les uns après les autres en voulant laisser des traces de leur passage. Ah, oui. Donc, le problème dans le réseau, si on avait une entreprise privée qui avait 14 PDG sur 33 ans de vie, probablement ça ferait 10 fois qu'elle aurait fait faillite. Tandis que, donc, j'illustre ça tout simplement pour dire que dans le réseau, occasionnellement, tout a évolué. Dans une courbe, quand on la regarde par en arrière, qui a été comme organisée, mais que ça s'est fait par séquence. OK? Et ça fait en sorte que sur le terrain, quand tu sais pas où tu t'en vas, c'est difficile d'être proactif. Hein? Fait que, et ça, sur le terrain, les intervenants, les gestionnaires, ils ont manqué de cette vision-là, de vers quoi il fallait aller. Et pour moi, ça explique grandement, là, au-delà des personnes, au-delà des ministres qui ont passé là, cette succession-là, je pense qu'elle a été très néfaste au réseau dans son évolution là-dedans. Mais, étant un optimiste de nature, moi, je suis certain que la COVID est venue signaler dans beaucoup de têtes au Québec qu'il y avait un changement profond à faire dans le réseau de la santé. Et il faut profiter de la COVID
comme un moment privilégié pour influencer les décideurs à revoir le modèle d'organisation. Oui. Et là, je parle pas de retour en arrière, de recréation. Non. Je suis viré par l'avant. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Oui. Mais je trouve ça très intéressant. On va conclure la première émission là-dessus, de présenter le COVID pas seulement comme une catastrophe épouvantable comme on le fait dans les médias souvent, avec des morts, avec etc. On connaît la littérature journalistique, mais comme on a allumé des projecteurs sur une réalité qui n'était pas cachée, mais ignorée de la plupart des gens qui disent bah oui, les ministères sont toujours inflationnistes au niveau de leur taille, mais bon, ben c'est normal, c'était bon. Et là, ce que vous dites, c'est non, on a mis le doigt sur l'un des principaux bobos du système. Alors, merci, Monsieur Lampron, de cette première présentation. On dirait que vous avez toujours fait de la télévision. Je sens qu'on va vous trouver un avenir brillant. Merci et à la semaine prochaine. Le QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.